on leur mettait de la paille dans le sabot droit et du foin dans le sabot gauche. Et par conséquent, au lieu de dire gauche, droite, on disait paille, foin, etc. Pour matérialiser, en somme, ce signe droite-gauche qui était un pur signe informatique, mais qui n'avait pas de présence à la conscience. Et le renversement soudain de l'opposition droite-gauche doit probablement avoir un rôle fondamental dans la formation de l'artiste. On a même dit, des psychiatres ont dit au début du siècle que tous les artistes étaient des gauchers contrariés. Si bien qu'il n'y aurait bientôt plus d'artistes aux États-Unis puisqu'on ne contrarie plus les gauchers. Il y a des psychiatres qui pensent qu'il faut absolument obliger les enfants gauchers à écrire de la main droite, parce que c'est en les obligeant à écrire de la main droite qu'on va faire ressortir leur propre liberté grâce à cette contrainte et en faire des artistes. Et tu as dit que tu ne crois pas à la vérité. Est-ce que tu crois au mensonge? Ah ben non. Bon, on ne peut pas croire au mensonge si on croit pas à la vérité. J'ai fait un film qui s'appelle L'homme qui ment, qui est mon plus gros échec cinématographique. C'est probablement un des plus réussis de mes films, mais c'est celui qui a rencontré la plus grande hostilité de la part du grand public. Le film s'appelle donc L'homme qui ment. Et le public est très mécontent parce que il dit, ce qui est embêtant, c'est que quand on sort du film, on ne sait pas quand il a menti et quand il a dit la vérité. Et évidemment, le titre du film, L'homme qui ment, est déjà comme une plaisanterie. Pour mentir, il faut croire à la vérité. Or, ce personnage ne croit pas à la vérité. Il ne croit qu'à sa propre parole. C'est-à-dire que c'est pour lui sa parole qui est fondatrice de vérité dans le monde. Et par conséquent, il n'y a pas pour lui de mensonge possible. Simplement, sa vérité n'est pas celle de la société. Il oppose sa propre parole à la parole de la société, comme Don Juan oppose sa propre parole à la parole de Dieu. Et le film est donc tout le récit d'une création de quelque chose qui ne se réfère pas du tout à une vérité antérieure au film, donc qui ne se réfère pas non plus à un mensonge. Alors, je ne suis pas homme de vérité, mais pas non plus homme de mensonge, ce serait la même chose. Tu parlais tout à l'heure de droite et de gauche. Est-ce que, de quelque façon, tu t'es défini comme homme de gauche? Alors, vous savez, d'où vient la notion de droite et de gauche en France et dans beaucoup de pays? C'est la position dans l'hémicycle des députés. Il y avait ceux qui étaient du côté gauche et ceux qui étaient du côté droit. Mais là, déjà, une ambiguïté considérable. Vu d'où? Est-ce que c'était vu par le président de la Chambre ou est-ce que c'était vu par les députés eux-mêmes? Suivant que c'était vu par le président de la Chambre ou vu par les députés, ceux de droite étaient à gauche ou ceux de gauche étaient à droite, etc. Ce qui introduisait une difficulté. J'ai été élevé dans une famille d'extrême droite, mais une famille plutôt anarchiste, c'est-à-dire classée en somme à gauche. D'extrême droite, mes parents étaient monarchistes. Vous savez qu'être monarchiste en France, ça n'a pas du tout le même sens qu'en Italie, parce qu'en Italie, il y a eu encore un roi il n'y a pas très longtemps. Tandis qu'en France, il n'y a plus de roi depuis très longtemps, et être monarchiste, être même légitimiste, partisan de l'héritier au trône de France, où plus personne ne sait qui c'est, n'est-ce pas, mais ça fait rien. Le parti monarchiste était donc un parti tout à fait privilégié pour ce qu'on peut appeler des anarchistes, c'est-à-dire des gens qui, par dérision vis-à-vis de la République, prétendaient être royalistes. Mon premier roman s'appelle Un régicide. C'est déjà comme une résurgence de cette problématique. Le roi et tuer le roi. Le parti monarchiste en France
qu'avant la guerre, était dirigé par un philosophe assez intéressant qui s'appelait Charles Maurras et qui avait défini le régime idéal comme la monarchie absolue de droit divin, tempérée par le régicide. C'est-à-dire que il y avait cette espèce de le roi qui était le roi parce qu'il était Dieu, de droit divin, mais le peuple avait le droit de tuer le roi quand il en avait assez, n'est-ce pas, tempéré par le régicide. C'est une définition qui me semble assez intéressante, en particulier concernant ma position de mes parents. Bref, je ne pourrais pas dire si mes parents étaient de droite ou de gauche. Si on leur avait demandé à eux, ils auraient dit « nous sommes de droite ». Ils l'auraient dit. Mais c'était des gens bizarres que ces monarchistes qui étaient donc les partisans du prétendant au trône qui était le comte de Paris, mais le comte de Paris ne les reconnaissait pas, car pour des raisons religieuses. Charles Maurras avait été excommunié par le pape et le roi, lui, était catholique. Donc, le parti monarchiste était excommunié et le roi était catholique, ce qui créait une difficulté profonde entre ces royalistes et leurs monarques. Et dans tout, c'était pareil. Mes parents étaient d'extrême droite, mais ils étaient antimilitaristes. On se dit, tiens, ça va pas, ça. L'armée doit être le soutien national de la droite. Mes parents étaient de droite, mais ils étaient violemment contre l'Église. Or, l'Église, à cette époque, était du côté de la droite, etc. Il y avait cette contradiction. J'essaie maintenant de me poser la question que tu me poses. Et toi, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu te définirais comme de droite ou de gauche? Eh bien, il suffit que j'entende Giscard d'Estaing pour penser que je suis de gauche. Mais quand j'écoute Mauroy, quand j'écoute Pierre Mauroy, notre Premier ministre du gouvernement Mitterrand, je me dis non, je dois être de droite quand même, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je n'arrive pas à coïncider, je n'arrive pas à militer dans un parti, parce que là aussi, je me sens sans cesse étant en contradiction avec moi-même, comme étant automatiquement en contradiction avec le pouvoir, quel qu'il soit, pouvoir possible ou pouvoir oppositionnel. Et je me dis que ça doit être normal, pour ainsi dire, pour un artiste. Autrefois, il y avait des écrivains de droite et des écrivains de gauche en France. Après la guerre, il n'y a plus eu que des écrivains de gauche. Et écrivains souvent assez dérisoires, dont on a très vite compris que ce n'étaient pas des grands écrivains, parce que justement, ils étaient de quelque chose. Écrivains de gauche, écrivains de droite, écrivains catholiques, écrivains monarchistes, écrivains communistes, etc. C'est-à-dire que l'écrivain ne peut être rien de tout ça. Il est engagé dans une seule chose, c'est sa propre écriture. À l'heure actuelle, j'ai beaucoup de sympathie personnelle pour François Mitterrand, mais j'en avais aussi pour Georges Pompidou. Or, censément, il ne représente pas du tout le même côté de l'hémicycle. Je ne peux pas répondre à la question. Mais je peux essayer de me dire, est-ce que j'ai des réflexes de gauche ? Et je m'aperçois que j'en ai peu. C'est-à-dire que un des réflexes demandés à la gauche, c'est la solidarité avec le prolétariat. Moi, j'appartiens au prolétariat. Je ne suis pas du tout d'une famille bourgeoise et j'ai beaucoup vécu en milieu prolétaire. Je ne me suis jamais senti aucune solidarité avec cette classe en tant que classe, n'est-ce pas ? Évidemment, quand j'ai ensuite vécu dans la bourgeoisie, je ne suis pas senti de solidarité non plus avec la classe bourgeoise. Mais honnêtement, je n'éprouve aucune solidarité sentimentale avec le prolétariat. Aucune. Je ne vois pas pourquoi. Au nom de quoi? De même, je crois à l'élitisme. C'est-à-dire que, pour moi,
l'esprit humain demande à être sans cesse exercé, demande la culture, demande l'effort. Je lis volontiers des livres de philosophie que je ne comprends pas tout à fait, pour essayer de les comprendre parfaitement, comme si je voulais encore aujourd'hui, à 63 ans, développer mon esprit pour finir enfin par comprendre Hegel, etc. C'est-à-dire que je crois à l'élitisme. C'est pas du tout de gauche, ça. C'est pas bien vu à gauche. Mais de la même façon, je n'ai pas non plus de réflexe de droite. Et en fin de compte, je me dis, mais pourquoi répondre à cette question, n'est-ce pas? C'est une question. Je ne peux répondre à aucune des questions que me pose la société. Je ne répondrai pas à celle-là non plus. Est-ce que tu t'en fous de toi-même? Est-ce que tu t'en fous de toi-même? Tu veux dire, est-ce que je me moque de moi-même ou est-ce que... les relations... Oui, les relations qu'on a avec soi-même ne sont pas des relations simples. Il est normal, d'après ce que j'ai dit en commençant, sur l'orgueil. Sur l'orgueil de l'écrivain, il est normal que j'ai pour moi-même, au contraire, une espèce de grand respect ou vénération, etc. Pourtant, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que je supporte très bien qu'on m'attaque, et même ça m'intéresse. Je supporte la contradiction, même si elle est stupide. J'aime, quand je lis dans la presse un article qui m'injurie, je trouve ça intéressant. Parce que, bon, je ne crois pas que l'art doive être respecté. Et, en quelque sorte, je n'ai pas non plus de respect pour moi. Si bien que l'humour que j'exerce vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la société, je l'exerce aussi vis-à-vis de moi. Quand certains spectateurs de mes films, par exemple, me disent « vous vous moquez du public », je réponds « je ne crois pas, mais si je me moque du public, c'est que je me moque de moi, probablement ». Dans mes livres, dans mes films, il y a de très nombreux fantasmes sexuels d'ordre sado-érotique. C'est quelque chose qu'en principe on laisse à l'intérieur de soi-même. Je les exhibe et très souvent on a l'impression que je m'en moque, c'est-à-dire que j'en ris. J'en ris. Je ris de moi. Mais ça ne veut pas dire que je me fous de moi, n'est-ce pas? Je ris de moi. C'est autre chose, probablement. Comment tu considères cette ville de Milan? Les cités sont imaginaires. Milan est une ville imaginaire et la ville de Paris, où j'ai habité très longuement, est aussi pour moi une ville imaginaire, n'est-ce pas? C'est pas parce que Milan est une ville étrangère. Alors, Milan, comme tout le reste de mon imagination, est faite de morceaux. Et ce sont des morceaux qui très souvent ne vont pas bien ensemble. J'ai quelquefois même du mal à me dire, mais c'est la même ville. Alors, il y a eu le premier Milan que j'ai connu, il s'appelait Stendhal, n'est-ce pas? C'était Enrico Bel, Milanese, etc. L'épitaphe qu'il avait écrit pour lui-même. Milan, la ville de Stendhal, la Chartreuse de Parme, tout ça, n'est-ce pas? Bon, on me dit, c'est pas le Milan actuel? Je dis, si, c'est le Milan actuel aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Milan est encore une ville du royaume de Lombardie. Bon, évidemment, il y a eu autre chose après, mais le passé de la ville reste là, présent. Et comment, n'est-ce pas? Il est là. Une autre fois,
je suis venu à Milan pour déjeuner chez l'éditeur Bompiani. Et je revois ce déjeuner, c'était très luxueux chez Bompiani, c'était une espèce de palais, je sais pas où. Je sais pas. Et bon, voilà un point comme ça. Donc je sais que Milan est une ville culturelle. Mon éditeur était avant toi à Turin, puisque c'était Einaudi. Mais Milan est une ville culturelle, une ville d'édition où je connais de nombreux éditeurs, etc. Et puis Milan, ça a été aussi pour moi la ville où on a enterré le nouveau réalisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gens qui sont assez âgés se rappellent cette aventure. Sur la place du Dôme, on avait fait toute une exposition qui était l'enterrement du nouveau réalisme. Le nouveau réalisme était une école de peinture parisienne qui avait beaucoup fait parler d'elle dans les années 50 et dont on fêtait en somme l'anniversaire sous la forme d'un enterrement. Et je me rappelle que le peintre Speury était devenu restaurateur sur la place de Milan. Il avait dressé des tables où il servait à manger aux gens. Et quand les gens avaient fini de manger, il plastifiait le reste de la table avec tous les déchets de leur repas, n'est-ce pas? Et il y avait toutes sortes de manifestations. C'était Milan aussi. Je crois que Christo avait emballé des trucs sur la place du Dôme. Il y avait eu des trucs qu'il avait emballés comme ça de toile plastique. Bon, je pourrais citer des quantités d'autres images comme ça. C'est des fragments. C'est des fragments qui constituent un ensemble, mais qui ne constituent pas une image globale. Era quasi già notte. Avevamo appena preso il tè che ogni giorno dava spunto per una vera cerimonia. Quando mio padre si è ucciso, la nonna, che aveva più di 90 anni e dimenticava progressivamente tutto, ha chiesto: «Allora non prendiamo il tè oggi?» La figlia gli ha risposto con stizza: «Ma se l'abbiamo appena preso, è finito il tè». Dopo un attimo di riflessione, la nonna, con quell'aria altera che aleggiava ormai sulla sua testa persa, disse come tra sé e sé: «Ma va, sciocca, non è mai finito il tè». Grazie, arrivederci.